merci d'être avec nous, on est en direct, il est 17h57, bientôt 58, on est en direct sur C8, c'est Pascal, Eric, Yann et les autres. Merci d'être avec nous ce soir. On a beaucoup de sujets de débat, ça chauffait déjà un peu avant le début de l'émission pour vous accompagner évidemment comme chaque soir. Yann Moix est avec nous. Eric Lolo vous accompagne. Le public est également là présent. Vous connaissez le principe de l'émission, je vous le rappelle, parce que finalement on n'a qu'une semaine, nous sommes une jeune émission hein, pleine de promesses. Le principe, je le rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent, des sujets sont diffusés, des débats sont proposés. Si nous sommes d'accord, il y a une lumière bleue. Vous vous souvenez, hein, vous n'avez pas oublié pendant le week-end. Non mais je révise là quand même. Vous révisez, hein, une lumière bleue qui s'affiche. C'est pas simple. Hein. Ben non, c'est un peu compliqué. Hein. Et si vous êtes contre, c'est une lumière rouge. Vous aussi, vous pouvez réagir chez vous. Hashtag PIA sur les réseaux sociaux. Voilà, je crois que j'ai tout dit le week-end. Pascal, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui se passe? Quel est donc ce sifflet qui est à votre écoutez, droite? Je vais vous dire. Ça, c'est un gadget. si jamais ça crie trop un jour, petit coup de sifflet. Voilà. Hein? Voilà. Qui marche vraiment? Mais écoutez, je sais pas. Ouais. Là, c'est gentillé. Voilà. Si jamais. Qui crie. Est-ce que vous avez des cartons jaunes et des cartons rouges Non, aussi? mais je peux les demander. Alex est là et je suis sûre qu'il va trouver des solutions. On lui demande et il trouve toujours des, En fait, des ça y est, solutions. Pascal, mes chats ont été vaccinés ce matin contre la rage. Ah, ça. Et le parrain est d'accord? Bah, j'y lui ai demandé avant. Évidemment. Allez, on va commencer à débattre du sujet, des premiers sujets. On en a choisi 3 aujourd'hui. D'abord, les arrêts maladie dans le viseur du gouvernement. Faut-il réduire le nombre d'absences des fonctionnaires pour faire des économies? Ça coûte 15 milliards d'euros, l'absentéisme dans la fonction publique. Je sens que ça va faire réagir. Le maire de Metz qui veut des places de parking réservées aux femmes pour lutter contre l'insécurité dans les parkings. Est-ce une bonne idée? Ces places seraient à proximité des entrées ou des sorties des ascenseurs, des parkings souterrains de la ville. Et puis à Toulouse, est-ce que vous avez vu passer cette information? 30 € d'amende pour les parents en retard à la sortie de l'école. Voilà, je crois qu'il y en a marre, il y en a certains qui en ont marre, les professeurs notamment. Êtes-vous convaincus par cette mesure? Nous en discuterons tout à l'heure. Les arrêts maladie, vous n'êtes jamais malade, vous, Yann? Non, jamais, je ne peux pas me le permettre, étant donné que je ne suis pas fonctionnaire. Voilà. Allez, voilà, ça commence. C'est le cœur du débat. En fait, c'est le cœur du débat. Non, mais voilà, ça commence. Vous, ça vous arrive de poser des arrêts maladie? Non, je suis jamais malade Eric? parce que j'ai horreur d'être malade. Attention, je ne suis Oui. pas hypocondriaque, mais moi, dès que j'ai un rhume, j'ai des envies de suicide. Ah non, c'est pas vrai. Oui, oui. À ce point-là? Non, je déprime immédiatement. Non, mais quand J'ai l'impression que je ne guérirai jamais. Je résume la philosophie d'Éric. La mort, oui, la maladie, non. C'est vrai, mais c'est vrai. Allez, premier sujet, je vous le disais, l'absentéisme dans la fonction publique est pointé du doigt par le ministère de l'économie et des finances. Il y a un rapport qui a été rendu, le rapport de l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, qui estime que le coût de ces absences avoisine les 15 milliards d'euros l'année dernière. On va regarder effectivement ce sujet, ce reportage qui a été tourné par CNews et on en parle juste après. En moyenne, les fonctionnaires sont absents 14 jours et demi par an, 3 jours de plus que dans le privé. Avant 2019, le chiffre se situe à 8 jours. Cette croissance s'explique par l'épidémie de Covid, à l'origine des 2/3 de cette progression. Selon Bercy, un retour à des niveaux d'avant-crise sanitaire permettrait de réaliser près de 6 milliards d'euros d'économies par an. Pour y arriver, plusieurs propositions vont faire polémique. Allonger de 1 à 3 jours le délai de carence, comme dans le privé. Réduire à 90% au lieu de 100 le niveau d'indemnisation des arrêts maladie. Là encore, comme dans le secteur privé. La question est posée, faut-il réduire le nombre d'absences des fonctionnaires pour faire des économies? Suspense. Et la réponse est... Alors on est tous d'accord, je pense que... Ah. Est-ce qu'il y a des fonctionnaires dans le public? Levez la main. Ah ben il n'y en a pas beaucoup. Un. Et pourquoi ils sont là, ils ne sont pas au boulot alors? Ils ont... Il est 18h, ils sont déjà là. Mais non, Mais là, Eric, ils ont le droit justement, de parce que ça poser fait des bien jours. longtemps qu'ils sont terminés de travailler. Oh Yann, vous exagérez. Mais non, on ne fait pas de Vous l'antifonctionnariat exagérez. primaire, on aime Oui. les fonctionnaires. C'est Mais pas, oui, c'est on a pas le besoin sujet. des fonctionnaires. C'est Non, pas le non. sujet. C'est l'absentéisme. On Eric. plaisante. Oui, on plaisante. Non, mais d'abord, vous avez remarqué, on ne parle du système de santé que pendant les crises. Pendant le Covid, on a découvert que notre système de santé était à la rue, il manque du personnel, il manque de l'argent, il manque du matériel. Au début, les infirmières bricolaient même des blouses. Enfin, c'était vraiment terrible.
Ben, j'ai un scoop pour vous, ça ne s'est pas amélioré depuis le Covid. La situation est catastrophique. C'est la santé et la priorité numéro 1 de notre nouveau Premier ministre, M. Barnier. Donc, pour améliorer la situation, c'est de la responsabilité de tout le monde. En France, on attend toujours que ça vienne des pouvoirs publics. Il faut que tout le monde s'y mette. Écoutez, je ne crois pas trahir un secret d'État. Il y a un peu de laisser-aller dans la fonction publique par rapport au congé maladie. Il faut que tout le monde se responsabilise. Ce n'est pas normal qu'il y ait un écart tel, quand même, c'est un quart ou un tiers entre le secteur public et le secteur privé. Donc il faut... on peut évidemment essayer de convaincre les gens, mais malheureusement nous sommes en France, donc la carotte c'est bien, mais le bâton parfois, donc en diminuant un peu le remboursement, en augmentant le délai de carence, ce n'est pas des mesures quand même trop brutales. Je pense que ça va dans le bon sens, parce que si on veut avoir un système de santé à la hauteur d'un grand pays comme la France, il faut que les fonctionnaires jouent le jeu. Pour l'instant, ils ne jouent pas le jeu. Voilà, et selon le ministère des Finances, un retour à des niveaux d'avant-crise sanitaire permettrait d'économiser 6 milliards d'euros. C'est pas mal. Voilà, avant crise sanitaire, c'est pas mal. Yann. Alors moi, je n'ai rien contre les fonctionnaires, loin s'en faut. Je pense que dans un pays où l'administration est vraiment primordiale, les fonctionnaires, on en a besoin. Donc l'antifonctionnarisme primaire ne passera pas par moi. Donc ce n'est pas ça le sujet. Le sujet est de savoir si, lorsqu'on se met en congé maladie, sur vraiment des congés et vraiment une maladie. C'est-à-dire que... Vous pensez qu'il y a un peu d'abus dans la fonction publique? Pas que dans la fonction publique, il y en a partout. Mais simplement... C'est-à-dire que si on peut poser des jours, finalement, on les pose quand même. C'est pas ça, c'est que dans les autres secteurs, ça ne se voit pas et ça ne nous regarde pas. Simplement, dans la fonction publique, étant donné que c'est vous, le patron, et moi et Eric, et que c'est nous qui contribuons à leur salaire, il est bien évident que ça se voit. Ça se matérialise notamment par un trou dans la sécurité sociale. Et l'idée, si vous voulez, c'est comment pouvoir vérifier le bien fondé des absences. Alors pour cela, il faut les contrôles, employer des fonctionnaires qui vont eux-mêmes vérifier que les fonctionnaires sont, oui ou non, véritablement malades. Alors commence évidemment ce problème de où commence et où finit la notion de maladie, où commence et finit la notion de congé. Et comme souvent l'administration est en proie à des normes, souvent kafkaïennes, pas toujours mais souvent, on en arrive évidemment à des définitions qui viennent très difficiles à établir. Qu'est-ce qu'une maladie ? Qu'est-ce qu'un repos? Qu'est-ce qu'un congé? Qu'est-ce qu'un coût? Donc en fait, de toute façon, on est pris au piège de l'administration elle-même. Donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Il faut des normes administratives pour savoir si... Encore des normes On a plein des normes administratives, on n'en peut plus, on meurt des normes administratives. C'est comme le cholestérol, il y a des fonctionnaires qui vont s'auto-juger d'une certaine façon. Donc en fait, c'est inextricable. Donc c'est impossible. C'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais cholestérol, il y a les bonnes normes et les mauvaises normes. Non, mais la sagesse populaire dit la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pas normal quand même qu'il y ait une partie des gens qui jouent le jeu, qu'ils soient fonctionnaires ou pas, peu importe, et d'autres quand même qui profitent du système assez éhontément. On en connaît autour de nous, on a vu des cas quand même, et ça représente des sommes qui ne sont pas négligeables, vous les avez rappelées tout à l'heure. Moi, il me semble que ce qui est proposé va dans le bon sens, sans être d'une grande brutalité et sans remettre en cause le modèle français qui est quand même l'État-providence avec un niveau de protection que le monde entier nous envie. Alors écoutez, on ne va pas faire un scandale d'une rectification à la marge. Moi, ça me semble même urgent. Vous savez, souvent je parle de la Corée, sud et nord. C'est des pays que j'aime beaucoup et où je me rends très souvent. Je crois à chaque émission. Et en Corée du Sud... Non mais c'est bien d'avoir... C'est vrai. En Corée du Sud, lorsque le pays va pas bien, les fonctionnaires, sans la ramener, se donnent plus ou moins le mot et refusent de prendre des congés. Ils ne prennent même pas de vacances. Quand ils sentent que l'économie ne va pas bien, ça ne viendrait même pas à l'idée d'un fonctionnaire sud-coréen, je parle sud-coréen, de prendre un congé. Les gens... Mais c'est quoi, c'est une question de mentalité en France? Oui, de mentalité. Non, mais je ne demande pas ça non plus. Oui, et puis, non, c'est ça. Et puis l'exagération, on aime bien contourner les règles. L'exagération, elle n'est pas non plus phénoménale. 3 jours de congé en plus, c'est pas non plus 15 jours en plus. Oui, mais multiplié par combien? Oui, c'est ça le problème. Oui. C'est quand on multiplie par le nombre de fonctionnaires que ça devient aberrant. Parce que quand on regarde à la loupe, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, quand on regarde à la loupe, il n'y a rien d'extravagant. Mais ça, multiplié par des centaines de milliers de fonctionnaires, évidemment, ça se voit dans la comptabilité nationale. Regardez le coût des absences pour raison de santé des fonctionnaires. Et encore une fois, on les embrasse, les fonctionnaires. C'est juste effectivement un état des lieux général. Dans la fonction publique d'État, regardez, on avoisine les 5 milliards. Fonction publique territoriale, quasiment les 6 milliards. Fonction publique hospitalière, 4,4 milliards. Pour un coût global, donc c'est comme ça qu'on arrive aux 15 milliards. J'ai aussi une pensée quand même à ceux qui travaillent dans les hôpitaux.
Parce que franchement, ce sont des héros du quotidien. Oui, sans eux, la France... Non, mais sans eux, la France... Et ils ont vraiment un travail extrêmement difficile. Et dans des conditions vraiment difficiles. Extrêmement difficiles. Avec parfois pas grand-chose, effectivement. Il faut arriver à accueillir les gens, notamment les urgences. Les hôpitaux, c'est dramatique. Le chiffre que vous produisez, il confond les gens qui sont, si j'ose dire, sur le terrain et puis les administratifs. C'est pour ça que je le dis, effectivement. C'est pas tout à fait la même chose. Oui. L'administratif, quand on est dans un bureau ou sur le terrain. Mais sur le terrain, les infirmières et les médecins, quiconque est passé aux urgences sait qu'on a un système qui est quand même encore incroyable et encore une fois qui est un objet d'envie pour, peut-être pas jusqu'à la Corée du Sud, mais en tout cas pour une bonne partie de la planète. Non mais c'est ça, il faut se responsabiliser chacun d'entre nous, et c'est ça, appeler à la responsabilité. Vous croyez que ça peut avoir un écho ? Pascal, les fonctionnaires sont au service de quoi ? De l'État. Donc ça veut dire qu'ils sont responsabilités par leur fonction, si j'ose dire. Donc ils devraient se responsabiliser jusqu'au bout, si on regarde un peu... On appelle à la responsabilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous. Évidemment, vous devez réagir sur les réseaux sociaux. #PH. Je ne sais pas si on a déjà un premier petit résultat de sondage. Vous pouvez réagir. Et évidemment, on va vous donner les résultats de ce sondage. On embrasse évidemment nos amis fonctionnaires. On n'a rien contre nos hors de question les stigmatiser. Ils ont le droit. Mais bien sûr. Ça existe. Ils ont le droit de vouloir choisir. Moi, si je les embrasse, parce qu'ils sont probablement malades, j'ai pas envie de... Ah bon. Ils sont probablement en congé maladie. C'est peut-être contagieux. Non. Et vous, dans le public, qu'est-ce que vous en pensez ? Les arrêts maladie, est-ce que ça va trop loin dans la fonction publique ? Est-ce que vous pouvez lever les mains ceux qui pensent que oui ? Ah, il y a un peu de monde. Je pense qu'on va se faire plein d'amis. Je peux vous dire, on va se faire plein d'amis. Non, mais c'est risqué comme débat. Non, mais c'est un peu risqué comme débat. Ils ont été filmés en gros plan, nos amis publics, ils ne le savent pas. Oui, c'est ça. Regardez les résultats donc, sur les réseaux sociaux. Regardez, ils viennent d'arriver. Qu'en pensez-vous ? Ah, regardez, moi, il y a quand même 30% de non. Généralement, on a des avis encore plus tranchés. Des arrêts maladie dans le viseur du gouvernement. Non, mais il y a à peu près le pourcentage de fonctionnaires en France, 28,4. Donc, c'est ça. Bon, voilà, le résultat, en tout cas, est tranché. On va passer à cet autre débat. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information. Le maire de Metz, qui veut des places de parking réservées aux femmes pour lutter contre l'insécurité. Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Évidemment, cette décision ne sort pas du chapeau. Elle intervient à la suite d'un viol survenu dans un parking d'un centre commercial de la ville. Ce sera donc entre 200 et 300 emplacements réservés aux femmes sur tous les parkings de la ville. Voilà cette proposition du maire. Regardez cette vidéo et on en parle juste après. Traverser un parking souterrain seul, de nuit comme de jour, certaines femmes ne le font plus sereinement. Le mois dernier, sous ce centre commercial de Metz, une femme a été violée pendant près de 2 heures, malgré les 120 caméras de vidéosurveillance. Une situation incompréhensible que le maire de la ville ne veut pas voir se répéter. Pour cela, il compte instaurer des zones de stationnement uniquement réservées aux femmes. Il faut, sur des parkings messins, public comme privé, que nous n'ayons plus de zones blanches sur l'ensemble du parcours des personnes et réservées aux femmes, les places les plus proches de l'entrée-sortie. Une mesure de sécurité saluée par les Messines. Alors comprenez-vous cette mesure ? Le maire de Metz qui veut des places de parking réservées aux femmes pour lutter contre l'insécurité, c'est une bonne idée. Et la lumière s'allume. Ah, on est d'accord. Diane, Eric, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Non, mais je suis vraiment en total désaccord parce que je pars d'un principe très simple, c'est que l'insécurité doit être combattue, on ne doit pas s'adapter à elle. Moi, je fais le parallèle avec autre chose. Regardez ce qui se passe à Londres. Londres, l'antisémitisme est en roue libre, donc maintenant, ils envisagent une ligne de bus réservée aux juifs. Excusez-moi. Ouais, non, mais ça, c'était... Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Moi, en plus... c'est épouvantable. Non, mais franchement, les deux, on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on essaye de s'adapter à un phénomène qui est inadmissible. Ça doit être combattu. En plus, même dans le sujet, on me fournit des arguments, puisque le maire, avant d'envisager ça, il devrait se demander comment une femme peut être violée pendant 2 heures avec 120 caméras de surveillance. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement de ce qui existe. Donc avant d'inventer quelque chose d'autre, regardons ce qui s'est passé, ce qui a dysfonctionné, et luttons contre cette insécurité au lieu de faire des zones réservées. Je fais ce parallèle avec Londres, mais ça ne s'arrêtera jamais en fait. On va s'adapter de plus en plus à des formes de criminalité, de délinquance, au lieu de les combattre. C'est pas ça que j'attends d'une société. Non, oui, on en est arrivé à un tel niveau qu'on est en mesure de s'interroger. Je suis d'accord avec le constat d'Éric, on pourrait même pousser le raisonnement jusqu'aux salles de shoot, où quand on ne peut pas endiguer un phénomène, eh bien, d'une certaine manière, on l'entérine de manière officielle parce qu'on ne peut pas le combattre. Et donc, on s'adapte à quelque chose qu'on accepte de laisser aller. Les salles de shoot, c'est ça, finalement. Eh oui. Je suis d'accord avec ce constat. Il n'empêche
que, à part si évidemment ça donne des idées aux violeurs de savoir maintenant qu'on peut géocaliser parfaitement les places où les femmes vont se garer, parce que c'est aussi ça que ça veut dire. C'est-à-dire que voilà, on sait que maintenant les femmes sont là. Je trouve que effectivement, s'adapter momentanément à cet état de fait où l'insécurité, manifestement à Metz, est la même que dans tout le reste de la France, c'est-à-dire limite, je trouve que c'est quand même psychologiquement une bonne idée pour les femmes de savoir qu'il y a un endroit où elles ont au moins un peu la sensation qu'elles ne passeront pas inaperçues en traversant un parking. Parce que ce qu'il faut dire, et on le constate tous les jours, c'est que à l'extérieur comme à l'intérieur de leur foyer, les femmes en France sont en état d'insécurité quasi permanent. 76% des Françaises qui se sentent en insécurité. 76%. C'est difficile, 8 femmes sur 10. C'est horrible à dire, mais être une femme en France en 2024, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Ouais. Ça ne coule pas de source. Non, mais je suis d'accord. Il faut le répéter. Moi, je suis d'accord. Je ne sais pas ce qu'en pense le public. Je vais vous poser la question. Mais moi, personnellement, je suis désolée. Moi, je me sens en insécurité dans les parkings quand je suis seule. Je me sens en insécurité dans les transports en commun. Il y a plus de limite. Je vous jure que c'est pas évident. Vous regardez toujours derrière vous. Quand vous garez votre voiture le soir, un peu loin dans une rue noire, vous avez peur, franchement. Non, mais quand vous êtes seule. Il y a 3 ans, j'ai une amie qui s'est fait agresser par quelqu'un qui venait la défendre d'un agresseur. Donc, elle était en train de se faire agresser. Non. Elle était en train de se faire agresser dans le RER, une très bonne amie à moi. Donc, le sauveur est arrivé, et ensuite, le type qui lui a sauvé la mise l'a agressé 1 heure plus tard. C'est l'épouvante. Non, mais, donc, en fait, non, mais tout arrive, tout est possible. Non, mais c'est ça. Non, mais on pense effectivement à ces places de parking, puis on se demande si on ne va pas faire des wagons aussi pour les femmes dans le métro. La question avait été reposée. Oui, elle avait été mise sur la table. Pour les lignes de train de banlieue. Exactement. Non, mais écoutez. Mais pourquoi pas Moi, je pense qu'on dirait aux femmes aujourd'hui, vous avez un wagon réservé, je vous garantis, tout le monde dit oui. Je sais pas, vous les femmes qui êtes dans la salle, est-ce que vous seriez d'accord si on vous met une rame sur les lignes de banlieue? Levez la main, celles qui sont d'accord ou ceux qui sont d'accord avec ça. Mais ça, c'est un réflexe de défense, c'est normal. Mais d'un point de vue philosophique, quand vous êtes un pays comme la France, il me semble que... Mais on en arrive là, mais c'est terrible. Mais une des choses vraiment de base qu'on peut réclamer, c'est qu'une femme puisse prendre les transports en commun partout en France, sans problème. Là, on est en train de se dire, on va créer des ghettos. Mais moi, si on commence comme ça, je ne sais pas, on va finir par créer des quartiers réservés pour les femmes dans les villes. Alors. Mais Eric, il y a un truc qui ne va pas. Je ne vais pas parler de la Corée, je vais parler du Brésil, autre pays que je connais bien. Ah oui. Non, mais là où Eric a raison, c'est que les centres-villes des grandes villes brésiliennes sont déserts. Aujourd'hui, les gens ne vont faire leurs courses, vont au cinéma, vont dîner, vont déjeuner, faire leurs emplettes et même leur sport dans des endroits qui sont des grands centres commerciaux géants qui sont un petit peu à l'extérieur des villes. Et donc, on a tellement entériné le fait que l'insécurité était permanente et universelle au Brésil qu'on se carapate dans des zones ultra protégées avec des types avec des flingues tout autour pour avoir une vie normale. Donc c'est vrai que c'est entériner un malaise de la société pour quasiment l'officialiser. Et quand on fait ça, là où Eric a raison, c'est que revenir en arrière, c'est extrêmement difficile. Non, c'est vrai, mais vous avez entièrement raison, mais comment fait-on pour endiguer cette insécurité, ou en tout cas le savoir-vivre? Je ne comprends pas. Enfin, est-ce qu'avant, c'était mieux avant? Est-ce que les femmes étaient plus en sécurité il y a quoi, une vingtaine, trentaine d'années? Je suis pas certain. À l'intérieur des foyers, non. À l'extérieur des foyers, mais je parle de l'extérieur. Oui. À l'intérieur des foyers, c'est encore une autre histoire. Les femmes se déplaçaient beaucoup moins. Il n'y avait pas eu le métro, par exemple. Il n'y avait pas des déplacements. Les femmes prenaient le métro il y a 20 ans quand même. Il n'y avait pas des déplacements de masse pendant longtemps dans la société. Je vous parle de quelque chose d'un peu ancien. Mais là, c'est vraiment être une femme et être en danger. En effet, être une femme en France. Moi, je trouve que c'est une situation anormale et qu'on essaie de bricoler des solutions qui, en fait, laissent... c'est le modèle de société qu'on veut, en fait. Mais que pourrait-on faire? Enfin, je sais pas. Je vais vous dire, c'est facile. Hein. Regardez ce qui se passe. Vous prenez une ligne de métro où ça craint un peu, il y a une faune pas possible. Vous savez ce qui se passe? Quand il y a 3 flics qui rentrent, il y a un soupir de soulagement dans tout le wagon. Ouais. Plus de flics. Regardez ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques. Voilà. Alors ça, c'est vrai à Paris. Mais c'était incroyable, parce qu'évidemment, il y avait tous les policiers de France qui étaient dans la capitale, mais il n'y a rien eu. On se sentait en sécurité, visuellement, on voyait beaucoup de policiers, effectivement. Je crois que c'était très agréable, et les Parisiens qui étaient là, et qui ont l'habitude de ne pas les voir, se sentaient en sécurité, on trouvait ça très appréciable. Pascal, il y a 15 ans, j'aurais trouvé ça extrêmement angoissant de voir des gendarmes et des policiers partout, toute la journée, tous les 20 mètres. Et là, en fait, j'ai eu quasiment le réflexe inverse. Pas égoïstement pour mon compte, mais je me suis dit, en fait, les gens évoluent en toute sécurité sur les Champs-Élysées, qui est devenu un des endroits les plus dangereux de Paris. Et d'ailleurs, j'ai un scoop, je voulais le garder pour moi, mais je vais vous le dire. Apparemment, après les Jeux Olympiques... Les choses vont venir... Non, il existerait un rapport entre le niveau de présence policière et le niveau de délinquance. Mais
que ça reste entre nous. Oui, que ça reste entre nous. Parce que c'est très, vous voyez, c'est très... Enfin, c'est une intuition que j'ai, mais elle demande à être vérifiée par les faits. Bon, dans quelques instants, on va parler de cette amende de 30 € qui est proposée aux parents qui vont chercher leurs enfants en retard, à l'école, à la crèche, aux activités sportives. Qu'en pensez-vous? On va en débattre. Ça arrive d'être en retard. Ça arrive d'être en retard. Restez avec moi tout de suite sur C8 et 18h. On débat de sujets de société, ceux qui vous concernent, ceux qui vous font réagir. Et vous réagissez également sur les réseaux sociaux. Ça va, messieurs? Très bien. Ouais. Tiens, je voulais faire dire un petit mot. Vous avez du courrier. Ah voilà, j'ai du courrier. Handicap international, ça, vous faites si vous êtes en train de recouvrir les livres pour vos enfants. Vous vous souvenez, je ne sais pas si... Très important. Ah bah oui, la galère de recouvrir les livres à la rentrée. Eh bien, faites une bonne action en même temps, Handicap international. Si vous achetez ce kit, il y a 1 € qui est reversé pour Handicap international. Faites-le, franchement, ça vaut le coup. Ils sont super, ces protège-cahiers. Et il y a écrit utilisation facile. Utilisation facile. Voilà. Toutes les mamans, moi j'ai des souvenirs de recouvrir les cahiers. Ça dure toute la soirée. Bon courage si vous êtes en train de le faire. Nous étions en train de parler tout à l'heure, si vous venez de nous rejoindre dans cette émission, de cette proposition du maire de Metz qui propose de réserver des places de parking à des femmes dans les parkings souterrains de la ville. À la suite d'une histoire horrible, une femme qui s'est fait violer pendant 2 heures dans un parking souterrain sans que personne n'intervienne. Alors évidemment, on est un peu partagé. Je crois qu'Éric, regardez, nos avis vont se réafficher en bleu, ceux qui sont pour, en rouge, ceux qui sont contre. La lumière revient. Moi, je trouvais que c'était une bonne idée parce que je suis une femme et que je me sens concernée effectivement par ce type de situation, la peur au ventre permanente, même si ça peut concerner aussi les hommes. Hein. Ça peut aussi concerner les hommes, effectivement, la peur de se faire agresser dans la rue. Bon, mais même quand on est une femme, moi, on pense à comment on va s'habiller pour aller dans les transports en commun. Moi, je vous jure que, attendez, quand je prends le métro, je me dis, bah non, on va pas y aller en robe, mettre un pantalon. Non, mais ça, c'est un truc, vous faites bien de le pointer, Pascal, c'est un truc insupportable qu'on entend encore. Quand une femme est apprêtée, les femmes ont le droit de s'habiller comme elles le souhaitent, on est bien d'accord. Il y aura toujours des hommes pour considérer que si une femme s'habille de telle ou telle manière, c'est pour plaire aux hommes. Exactement, non, je suis d'accord. Souvent, c'est pour se plaire à soi-même et pour plaire à sa propre dignité de femme. Et donc, l'idée que le viol est dû à un accoutrement, chose qu'on entend encore de temps en temps, c'est qui peut dire un marronnier auquel il faut couper la tête définitivement parce que c'est vraiment abject. On a le droit de s'habiller exactement comme on veut. C'est pas une question d'homme et de femme. Ce qui arrive à une femme nous concerne tous. Hein. Oui, non, mais bien, c'est une évidence. C'est une idée de l'humanité quand même, c'est une idée de la société, c'est une idée de l'homme et de la femme. Moi, je trouve que ça engage beaucoup de choses. Ben oui, de la civilisation. Je voudrais qu'on écoute peut-être les mots de Sarah Salman. Vous connaissez, avocate, qui vient sur le plateau de TPMP, bien sûr, qui est ailleurs aussi sur les ondes et qui a toujours des avis très tranchés. Je voudrais qu'on écoute ce qu'elle a dit et après, vous réagissez. Écho au maire de Metz, il me semble. C'est Metz, la ville, qui a mis des parkings réservés aux femmes. Et ça, pour moi, ça illustre l'adage « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Ça veut dire que ça nous montre à quel point notre incapacité à protéger les individus en général et les femmes en particulier. Et au lieu de dire on va sanctionner pour protéger, eh bien, ce sont aux femmes de s'adapter à la délinquance. Il a décidé de réserver des places de parking aux femmes pour leur éviter. C'est un dispositif qui existe déjà au Luxembourg depuis 7 ans et c'est 3% environ des stationnements qui sont réservés aux femmes. Et on voit que malgré cela, certains hommes ne respectent pas et trouvent le moyen d'aller dans ces stationnements réservés aux femmes. Voilà, Sarah Salman qui explique en fait que les femmes doivent s'adapter. Les femmes doivent s'adapter. C'est ce que disait Eric tout à l'heure. Oui, voilà, c'est la catastrophe, là. Si on part de là, c'est la catastrophe. Enfin, c'est pas à la victime, potentielle ou réelle, de s'adapter au bourreau ou aux délinquants. Non, ben là, franchement, il faut tout revoir dans notre société. Oui, mais sauf qu'en attendant de tout revoir, c'est bien psychologiquement qu'elles aient un abri provisoire. Ah, mais moi, je suis d'accord avec ça, sauf j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais de retour en arrière. Non, on va bâtir une civilisation à partir de ça. Ça m'effraie. C'est comme la mâchoire du brochet. On ne peut jamais revenir en arrière, d'une certaine manière. Il a raison, parce qu'on entérine, on officialise. Et d'une certaine manière, une fois qu'on a officialisé une impuissance, cette impuissance fait force de loi. Et puis, le mot « s'adapter », ça recouvre quoi? Ça recouvre ce que vous disiez tout à l'heure sur les vêtements. Il y a des femmes qui se changent avant de prendre le métro. Mais je pense que beaucoup de femmes se changent avant de prendre le métro. Oui, mais qui gardent une tenue et quand elles sortent... Mais oui, vous vous rendez compte, en France, c'est quand même quelque chose de gravissime. Ben oui, mais comment on fait? Parce qu'avant que les mentalités ne changent, mais il faut bien trouver des solutions. Il faudrait presque essayer de ne pas naître femme, mais ce serait un drame. Ah, merci Yann. Bah écoutez, vous savez quoi ? Ce serait un drame pour nous tous. Bah oui, ce serait un drame. Oui, bon, sinon, il y a une chose qui n'est pas très populaire. Quand j'entends des dans le public, je voudrais quand même préciser à nos amis du public qu'il y a quelque chose qui existe, je crois,
qui commence par un H et qui se termine par un R et qui s'appelle l'humour. Oh non. Si quelques-uns peuvent... Il y a aussi l'ironie également. L'ironie. Quoique c'est pas exactement la même chose. Non, pas également. L'ironie consiste à se moquer des autres et l'humour consiste à se moquer de soi-même. Oui, c'est ça. C'est joliment dit. C'est toujours très joliment dit. Éric. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah bon, d'accord. C'est pas grave. Hein. J'ai été coupé par Yann, mais brillamment, donc j'accepte. Allez, on va regarder. Merci de ton fair play, camarade. On va regarder le sondage. Regardez, vous, qu'en pensez-vous sur les réseaux sociaux? Mais c'est très partagé. Vous voyez, c'est très, très partagé. Le maire de Metz qui veut des places de parking réservées aux femmes pour lutter contre l'insécurité. Est-ce une bonne idée? Eh bien, vous dites non. Majoritairement, non, pas de... ça m'est revenu ce que je voulais vous dire. Vous dites merci. que faire. Vous dites que faire. Et j'étais en train de dire, il y a une chose qui n'est pas très populaire, qui s'appelle la répression. Oui. Ça peut marcher, la répression, mais là, c'est devenu un gros mot. C'est difficile, les agressions verbales, les mauvais regards, d'aller les prouver. Vous voyez ce que je veux dire, la répression? Les mauvais regards et les agressions verbales, déjà, c'est pas tout à fait la même chose. Mauvais regard, c'est dur à prouver. Les agressions verbales, ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable. Et ça s'arrête rarement là. Hein. Les fameux frotteurs du métro, excusez-moi, mais ils passent à l'acte. Ils passent à l'acte. Oui, ça, c'est assez courant. Que faire? Très beau titre. Un des meilleurs livres de Lénine. Oui. Que faire? Écoutez, voilà. Mais en tout cas, vous êtes assez partagés. Vous n'êtes pas pour ces places réservées pour les femmes. Voilà, ce sont des drames qui arrivent, mais il ne faut pas en faire une généralité. Disons qu'on ne devrait pas se réjouir que ce soit une bonne idée. Voilà, c'est ça l'idée. Ouais. Très bonne conclusion. Yann Wax, qui reviendra demain. Allez, oui, il reviendra demain, ça c'est sûr, et les autres jours aussi. Et les autres, ils viennent quand? Non, ils viennent pas. C'est ça. Attendez, je vais vous réexpliquer parce qu'on me pose la question. Ça fait quand même un moment qu'on les attend, là. Si dans 5 minutes ils sont pas là, nous on y va. Hein. C'est qui les autres? Non, mais on me pose la question. C'est qui? Vous aussi, on vous pose la question, non? C'est qui les autres? Moi, je m'en fiche qu'on me pose la question. J'entends des bruits en coulisses, ça m'angoisse. Je me dis, ils arrivent. Les autres arrivent. J'ai vu Gilles Verdez tout à l'heure. Oui, il essayait des chemises. J'ai dit, mais attends, mais c'est lui les autres? C'est Verdez? J'ai Verdez en train de se faire maquiller. J'ai dit, ça y est. C'est Verdez qui va faire les autres. C'est Verdez qui va faire les autres. Mais il est bien vu, Gilles, évidemment. Il est bienvenu, on l'adore, Gilles. On l'adore, exactement. Non, mais il n'est pas le bienvenu. Non, il n'est pas le bienvenu. Ah non, on va garder notre place. Qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? Allez, autre sujet dont on embrasse Gilles. Un autre sujet que Verdez? Non, oui. Ça va être dur. C'est notre sujet préféré avec Éric en loge. Bah oui. Ah oui. Mais vous le croisez, vous le C'est savez, notre sujet de conversation préféré, c'est Gilles Verdez. Mais on n'en dit que du bien. Sauf quand il est là, quand il en dit du mal de lui, derrière son dos, on dit du bien. En général, c'est l'inverse, mais pour Gilles Verdez, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, moi, j'adore Gilles parce que c'est comme une boussole qui indique le sud. C'est-à-dire, dès qu'il dit quelque chose, je sais que je suis de l'avis opposé. Et pourtant, il est toujours à l'ouest. Hein. Oh, pas mal le jeu de mots. Allez, autre sujet. On va revenir sur cette actualité. Le maire de Toulouse, la mairie de Toulouse, qui a décidé de sanctionner les parents qui sont trop souvent en retard pour venir chercher les enfants à la sortie de l'école, à la sortie de la crèche. Que sais-je encore? La sanction encourue, une amende de 30 €. Et évidemment, c'est une mesure qui ne fait pas l'unanimité. Regardez, ils en ont parlé sur CNews et nous, on va en parler juste après. Parents dont l'enfant est accueilli en périscolaire juste après les cours vont devoir regarder leur montre. Ils seront pénalisés s'ils viennent chercher leur enfant en retard. La mairie ne veut plus payer des heures supplémentaires dues à plusieurs centaines de parents. On est environ à 8000 retards par an, mais sur ces 8000 retards annuels, il n'est pas question de sanctionner tous ces retards. Il s'agit bien des retards les plus fréquents, les plus longs, des familles que nous n'arrivons pas à joindre. La FCPE, l'opposition municipale, sont contre cette mesure. Dans un an, un bilan sera fait pour savoir si les retards ont diminué ou pas. Alors, 30 € d'amende pour les parents en retard à la sortie de l'école. C'est arrivé à tout le monde. Êtes-vous convaincu par la mesure? Attention, suspense, c'est la lumière qui va s'allumer. Ah Et j'ai l'impression qu'il va se passer un truc là. La musique, elle est hyper angoissante, non? Alors, que dit-on? Yann et moi, nous sommes contre. Éric? Vous êtes convaincu pour les amendes? Ça, vous, Éric Nolot? Oui, je suis pour les amendes. Pas en général. Hein. Pourquoi? Pas en général, dans ce cas particulier. Non, mais pourquoi? On retrouve en fait le premier thème, la responsabilisation des gens. On entend, alors les gamins, on leur apprend plus la discipline et ça va pas. Mais la discipline, ça commence par celle des parents. Vous montrez l'exemple aux enfants. On arrive à l'heure à l'école et on reprend les enfants à l'heure. Il me semble que voilà, l'exemple doit venir de haut
et là, en l'occurrence, des parents. Parce que, évidemment, l'enseignante a bien dit, on ne va pas sanctionner tout le monde. C'est un cas de force majeure. Si le bus qui vous amène avec votre enfant tombe en panne, évidemment. Mais il y a des parents dans la tête desquels, 10 minutes, c'est pas grand-chose. Ils perturbent toute une classe et même ils perturbent un établissement. Vous avez la prof ou la directrice qui attend à la sortie de l'école. Elle a peut-être autre chose à faire. Son travail n'est pas terminé avec le dernier cours. Elle a du travail administratif. Vous perturbez les choses. Je ne pense pas que ça soit à prendre à la légère. Alors, soit vous essayez de convaincre les gens à nouveau, soit vous utilisez d'autres méthodes. Il me semble que 30 €, ça peut être un signal envoyé à des gens qu'on arrive à l'heure, le matin et le soir. Alors, ça concerne une minorité de parents. Hein. Il y a des précisions qui sont apportées. Ce n'est pas tous les parents. Tous les parents n'arrivent pas en retard à la sortie des classes. Mais effectivement, ça handicape les professeurs, les surveillants. 30 €. Alors, ce ne serait pas la première fois. C'est ce qu'explique le maire de Toulouse. Il dit pas pour un retard, vous inquiétez pas, mais pour plusieurs retards successifs. Yann. Déjà, je vois la cohérence de la pensée d'Éric Nolot. C'est vrai, il est cohérent avec lui-même. Tout à l'heure, sur les parkings, il disait qu'un peu de sévérité, beaucoup de sévérité, voire d'autorité, éviterait qu'il y ait des problèmes dans les parkings. Et là, il est tout à fait cohérent. Il pense qu'avec beaucoup d'autorité, on règle le problème des absences. Moi, je vois quand même les choses un petit peu différemment. Si on commence à pénaliser les retards à la sortie, on peut aussi pénaliser les retards à l'entrée. Et puis, je crois aussi qu'on pourrait créer des emplois. Quand j'étais petit, je me souviens très bien qu'en classe, il y avait des gens qui étaient payés pour attendre le soir les parents en retard ou qui arrivaient très en retard. Et ça s'appelait même les heures d'études. Donc, on passait une demi-heure ou une heure à l'école. Et pendant qu'on attendait, finalement, on faisait nos devoirs. Comme ça, on arrivait à la maison tranquille. Ça, c'est le premier aspect. Puis il y a l'aspect financier. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte, Eric, je vais te tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vie, tu n'as pas l'air de te rendre compte que 30 €, c'est une somme énorme. Oui. C'est disproportionné par rapport à un retard. Et la plupart des familles qui sont en retard sont souvent des familles qui sont malheureusement dans des situations sociales défectueuses et vraiment préoccupantes. Donc 30 €, même si ça part d'un bon sentiment, c'est inapplicable parce que le chiffre est beaucoup trop élevé. 3 €, c'est déjà pas rien. 30, ça me paraît inapplicable, ne serait-ce que pour cette raison de la somme en elle-même. C'est vrai, c'est beaucoup 30 €. Non, mais là, ce serait à partir de pas coercitif, plusieurs là, c'est impossible. C'est-à-dire d'un retard systémique. Je comprends bien qu'on ne va pas saquer dès le premier retard. Mais quand il y a un système, c'est-à-dire que des gens, évidemment, ça peut être des situations particulières, mais vous avez des gens qui s'en foutent, moi, je pense qu'il faut les ramener à la raison. Voilà. Alors après, on peut discuter sur la somme. Enfin, dites-vous bien que si cette proposition a émergé, c'est qu'il y a un problème global. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, tiens, moi, ce qui me plaît dans la vie, c'est de coller des amendes, et puis je vais leur mettre 30 € tous les jours. Non, c'est qu'il y a un problème global. Oui, mais je te rétorque, il n'y a pas de gens qui se disent non plus, oh, chouette, ce qui m'amuse dans la vie, c'est d'arriver en retard chercher mes enfants. Oui, mais il y en a qui s'en foutent. Oui, mais alors, ça leur fait pas plaisir, mais il y en a qui s'en foutent. Il faudrait regarder à la loupe quelles sont les raisons des retards, au cas par cas. Il y a des gens peut-être qui font des heures supplémentaires pour subvenir aux besoins de leur famille, et puis d'autres, des je m'en foutistes, qui vont peut-être jouer au tiercé et se disent, tiens, j'ai oublié mon gosse. Il faudrait voir. Non, mais Yann, on ne peut pas mettre à égalité tous les motifs de retard. Non, mais évidemment, si la gamine qui arrive en retard, c'est Cosette, dans Les Misérables, évidemment qu'il ne faut pas la sanctionner de 30 €. Là, je suis d'accord. Ou si elle vient de faire 15 heures à l'usine. Cosette et le turfiste, le spectre est large. C'est ce que je te dis. Bon, alors écoutez, ils ont chiffré en tout cas le nombre de retards à la sortie des centres de loisirs entre 6 000 et 8 000 par an. Ça fait une somme quand même. Si vous multipliez par 30, ça fait une somme, ça. 6 000 et 8 000 retards par an. Et qui bénéficie de cette somme? C'est l'établissement? Écoutez, alors ça, je ne sais pas où effectivement l'argent est alloué, mais regardez, peut-être que le maire de Toulouse s'est exprimé. On l'écoute sur France 2. Écoutez. Depuis 5 ans, on observe un phénomène et qu'on le combat uniquement par le dialogue, par l'appel au bon sentiment, au civisme, et que ça ne marche pas, il ne faut pas s'obstiner, hein. Il faut changer de méthode. Voilà, il faut changer de méthode. Oui. Ah bah après, Yann me fait passer pour un tape dur. On a essayé de dialoguer avec ces gens, essayé d'être un peu responsable. Votre enfant arrive en retard, il gêne 50 autres enfants, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, tu es sur le bâton. Je voudrais soulever un débat. Est-ce que le civisme contraignant est un oxymore ou pas? Oula, non. Je crois pas. Est-ce que le civisme est quelque chose de contraignant, c'est-à-dire que ça s'éduque, on devient... Si on commence à développer un instinct civique à partir d'un certain nombre d'amendes ou de pénalités, ou est-ce que c'est quelque chose qui se transmet par le sang? C'est la question que je pose. Peut-être que ça se transmet par l'éducation et que là encore, c'est peut-être à l'école que le bas blesse. Ouais. Non, mais par exemple, pour des sujets beaucoup plus graves,
On sait qu'il y a des comportements vertueux qui sont causés par la peur du gendarme, on le sait. Donc le civisme et le fait de respecter la loi... Non, mais on en parlait quand même, le respect de l'uniforme aujourd'hui. Oui, enfin bon, il y a un paquet de délinquants. On est quand même des millions. Je peux vous dire qu'il y a des tas de gens qui ne commettent pas certaines... Je ne parle pas de crimes, mais de certaines infractions parce qu'il y a la peur du gendarme. Voilà. Alors il est vrai que lorsque le service militaire existait, que quelqu'un arrivait avec 4 heures de retard à la caserne, il passait 2 jours au trou, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il n'arrivait pas. 2 jours au trou pour un retard. Et c'est vrai qu'il n'arrivait pas 2 jours de suite en retard. Il faut bien le spécifier. Non, mais c'est incroyable. Est-ce qu'on va en arriver là? Non. C'est-à-dire que le trou, c'était une petite cabane. Ils avaient le droit de lire les journaux. Ah, le trou, c'était une cabane, vous avez le droit de lire les journaux. Ils faisaient rien. Oh, bah écoutez, ça vous est jamais arrivé d'arriver en retard? L'expérience de Yann contredit sa théorie. Oui, mais c'est ça qui est bien dans la vie. C'est que l'expérience contredise la théorie et parfois que l'inverse soit possible également. Ouais. Voilà. Non, mais c'est ça, rééduquer les parents. Donc c'est ça en fait, rééduquer les parents, au civisme. Oui, mais rééduquer à coup de quoi? Ouais, à coup de quoi? Donc d'amende de 30 €. Non, mais le maire dit, on a commencé par le dialogue. On a commencé par leur expliquer ce que tout le monde comprend. Si tu arrives en retard, tu ne perturbes pas seulement ta vie, tu perturbes la vie de l'établissement scolaire. Apparemment, ils l'auront expliqué 10 fois et ils en ont tiré cette conclusion peut-être hâtive, à tes yeux, qui ne comprendraient pas la 11e fois non plus. Donc il fallait changer de méthode. Disons que c'est la somme qui me choque. Ouais, c'est la somme. Bon, c'est trop cher. Sur le principe, allez, mais admettons. Si c'est 1 €, ça ne marchera pas. Non, mais 30, ça me paraît... En fait, 30, le problème, c'est que ça ne peut pas être dissuasif parce que c'est inapplicable. Oui. Parce que la somme, on ne se rend pas compte à quel point, et je ne fais pas de démagogie, on le sait, 30 € pour une famille française aujourd'hui, c'est une somme. Ce n'est pas de la démagogie, c'est la réalité, hélas. Non, c'est vrai. Donc, allez, 5 € me semblait suffisant. Je transige à 5. Transige à 5 €, top là. En fait, ça existe déjà, cette idée, elle est déjà appliquée à l'étranger, notamment en Australie ou en Angleterre. Et ça marche? Bah oui, ça marche. Écoutez, oui, sûrement. Effectivement, on a repris une idée qui fonctionne, mais après, moi, je pense aussi aux parents qui sortent tard du travail. Parfois, ça déborde. C'est très compliqué aussi. Ils n'ont pas les moyens. Les heures d'études, ça n'existe plus. Mais là, c'est à la sortie de 18h30. Donc après 18h30, et ben de 18h30 à 19h30, oui, mais qui va payer? Qui va payer les Ça crée des emplois, c'est bien. Oui. On peut peut-être prendre des gens dans le privé, des gens qui ont besoin, des anciens profs à la retraite, par exemple, qui ont besoin de se faire un peu d'argent, de poche, qui assurent pendant 1 heure l'étude dans un établissement, qui corrigent les devoirs et qui donnent des petits cours particuliers. Moi, je trouve que Yann est un peu petit bras. On devrait aussi, peut-être la tranche 19h30, 22h30. Ça créerait encore plus d'emplois. Et puis, après, la nuit, il pourrait étudier la nuit. Et là, ce serait payé double. Voilà, et ça s'appellerait un pensionnat. Ouais, c'est un nom. Regardez comment ça se passe. On a une vidéo de ce qui se passe à l'étranger. Regardez. Moreuil, près d'Amiens, cette garderie applique une amende progressive. 5 € pour les 15 premières minutes de retard enregistrées, jusqu'à 50 € pour 1 heure. Un système désormais bien accepté. J'ai eu un retard de 3-4 minutes et donc j'ai eu l'amende de 5 €. Mais bon, non, c'est le jeu. Là, pour le coup, j'ai pas d'avis négatif sur la question. Pas du tout. Depuis la mise en place de ces amendes ici, il y a 3 ans, aucun parent n'a écopé du montant le plus élevé et les retards sont devenus une exception. Oui, donc c'était pas du tout à l'étranger, c'était dans les communes avoisinantes. Ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, non, alors c'est pas mal. Mais tournez-vous vers moi, Pascal, quand vous avez un doute. Moi, je suis le bon sens populaire près de chez vous. Suivez-moi, vous ne pourrez jamais vous perdre. Voilà, alors c'est dissuasif, c'est-à-dire que les amendes n'ont jamais été appliquées. Mon problème, c'est que j'ai un problème, Pascal, je crois trop en l'être humain, ça me perdra. C'est vrai? Ouais. C'est nouveau. Oui, c'est mon nouveau look, ça date de cet été. Ah, voilà. Oui, ça vient. Non, mais c'est triste que ça marche. Effectivement, il a raison, le civisme doit être payant. Donc il n'y a pas d'oxymore, il n'y a pas de contradiction. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ces amendes, parce que c'est vrai, Yann, vous avez raison, quand vous dites 30 €, c'est une somme pour les familles. Donc c'est tellement dissuasif, là, ça peut monter, vous avez vu, jusqu'à 50 €. 5 € pour 4 minutes, c'est pire que les parkings. En plein Paris, oui, vous avez raison, effectivement. Non, mais c'est bien reçu. Et ensuite, les gamins se prêtent des taloches parce que ça a coûté 5 € les 4 minutes de retard. À la maison, c'est interdit de frapper ses enfants. Vous savez que la loi l'interdit. Malheureusement, oui, c'est interdit, mais le nombre de foyers... Malheureusement, oui, c'est interdit. Non, je veux dire, non, vous dites que c'est interdit, mais malheureusement, dans les foyers, l'interdiction... Oui, parfois ça... D'ailleurs, c'est un sujet qu'on devrait un jour prendre à bras-le-corps dans cette émission, les enfants battus, parce que le problème, c'est qu'il n'y aura jamais de MeToo. Les enfants ne peuvent pas déclencher un MeToo, ne peuvent pas défiler dans la rue. Les deux catégories où les violences ne sont pas punissables en temps réel, c'est les animaux qui peuvent que se taire et les enfants qui se Mais c'est pour ça que la loi... qui réalisent qu'ils ont été des enfants battus à l'âge de 35 ans. Ouais. Mais la loi prend aujourd'hui et écoute effectivement ces enfants, même beaucoup plus tard. Oui, heureusement. La parole se... Enfin, c'est un autre sujet, mais je rebondis là, des beautés. Oui.
On en était sur les amendes, juste les amendes des retards, effectivement. Ben voilà, c'est une question de civisme. Et c'est vrai qu'on se pose la question, parce que quand vous dites effectivement la répression, ben on a peur de payer 30 €, donc on va faire gaffe. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu triste, mais toute la société s'est basée là-dessus. Enfin, c'est pas les gens qui se sont réunis en disant à partir de maintenant, on va être beaucoup plus vertueux, on va respecter. C'est pas vrai. Toutes les choses ont été faites à coup de menaces, de sanctions, d'amendes, de peines de prison. C'est triste, mais c'est la nature humaine. Il y a un très beau texte de Bergson là-dessus où il part du principe, Bergson dit, si on en est à ce niveau-là, c'est parce que chacun part du principe que les autres vont appliquer la loi à leur place. Oui. Donc je vais enfreindre la loi puisque je me dis que les autres vont la respecter. C'est un penchant de l'être humain. Regardez ce qui s'est passé dans le domaine philosophique. Des philosophes ont dit un jour « Dieu est mort ». Et la première réponse, ça a été « alors tout est permis ». Parce que les gens ne faisaient pas le bien parce qu'ils pensaient que c'était du bien, ils pensaient à la punition. C'était le super gendarme. Le super gendarme, c'est Dieu, la punition. Je voudrais savoir ce qu'en pense le public. Pour ou contre ces amendes? Vous avez vu, elles ne sont pas appliquées parce que finalement tout le monde est à l'heure. Qui comprend que l'on mette en place ces amendes? Levez la main. Ah ben dis donc, il y a quand même du monde. Non, il y a du monde. D'ailleurs, là-bas, vous étiez en retard tout à l'heure. Il faudra passer à la caisse avant de partir. Voilà, c'est ça. On va passer à la caisse avant de partir. C'est 50 €. Non mais Pascal, ça pourrait marcher en fait, de la manière suivante, c'est qu'on redonne les 30 € si par exemple pendant 2 mois ou 3 mois, il y a pas eu... on rend les 30 €, d'accord, il y a un système à inventer. Ça c'est pas mal. Si on rend l'argent, c'est pas mal. C'est pas mal. Le laxisme tout de suite. Le laxisme tout de suite. Regardez, vous en pensez quoi chez vous? Évidemment, on vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Très partagé là aussi. Ah non, on a des sujets qui sont... D'habitude, on a des sujets plus... Les gens réclament une dictature. Oh, Yann! Mais je le vois. Non, c'est pas possible. Mais non. Oui, vous êtes tous des dictateurs. Mais non, qui? Vive la démocratie. Vive la démocratie. Tous ceux qui me sifflent sont des dictateurs. Oh, vive la démocratie. Encore plus fort. Vive la démocratie payante. Plus fort. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis sur C8, 18h46 tout de suite. C'est Cyril Hanouna, à demain.